Plus de 2 ans après le décès de l'ancien souverain, le nouveau roi de Savalou, Dada Gagniroun Tonafa Gamfok Bagidi 15 a fait sa première apparition en public. Les détails sont à suivre. Célébration de la fête de l'IAM, cette réjouissance constitue une reconnaissance de tous les représentants de la commune de Savalou et de la culture Mahi aux dieux pour leur assistance et leur protection, détaille Sylvain Adoro alias Maître Bobos. Et en interactualité, les partisans du candidat malheureux Raila Odinga dénoncent les résultats publiés par la commission électorale et sont descendus dans la rue à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection Raila Odinga. La tension est montée d'un cran. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nouveau roi de Savalou, désigné en mai 2022 pour succéder au défunt souverain Dada Gagniroun Arroyo Bagidi, a été officiellement présenté à ses sujets de la cité des Sora. Dada Gagniroun Tonafa Gamfok Bagidi 15 a fait sa première apparition publique en présence de plusieurs autres souverains venus des différentes régions du Bénin. Les précisions dans cet élément. Des pas de danse, des chansons rituelles pour célébrer la toute première apparition du nouveau roi de Savalou, Dada Gagniroun Tonafa Gamfok Bagidi 15. Son intronisation vient mettre fin à la vacance du trône de Savalou. Le combat pour la succession au trône est terminé. Nous devons nous unir parce que nous sommes tous les descendants de Badebou qui est un et indivisible. Le royaume de Savalou ne peut se développer qu'avec la contribution de nous tous. Cette célébration fut un moment de joie, de partage pour les fils et filles de la communauté de Savalou, mais également pour les personnalités politico-administratives qui étaient présents. Notre marmite commune a désormais réellement son couvercle. Et Savalou vient de donner davantage la preuve que chaque localité, chaque terroir a ses fils et ses filles. L'effervescence que nous notons derrière notre grand roi Bagidi 15 Gamfon, les Savalou ne se sont pas trompés. N'est-ce pas notre Savalou la belle? Et c'est par vous, Dada Gamfon Bagidi 15, que nous réaffirmerons tous ensemble que Savalou est un et indivisible. Je voudrais tout simplement souhaiter à chacun, à tous les fils, à toutes les filles de Savalou, bonne fête. Il revient donc au nouveau roi de Savalou de s'assurer du bon développement de son royaume. La célébration de la fête de l'IAM a lieu le 15 août de chaque année et se concentre sur l'IAM. Dès le 14 août, des offrandes et des rites traditionnels aux ancêtres sont effectués. Cette réjouissance constitue une reconnaissance de tous les représentants de la commune de Savalou et de la culture Mahi aux dieux pour les assistances et leur protection. Des détails, le prêtre Fa Sylvain Adoro, alias Maître Bobos, nous en parle. Suivons-le, il est au micro de Romaric Dossa et Pierre Akapo. Couper seulement du manioc et manger, on peut couper de la patate douce et manger, de la pomme de terre manger, mais lorsqu'il s'agit de l'iam, on la tue. C'est un tubercule qu'il faut tuer. Donc c'est un être vivant. Et vous allez voir dedans un gluant, c'est son sang. Et on tue d'abord ça pour les déités. Donc au-delà même du côté ration alimentaire, c'est d'abord comment on veut immoler un animal à une déité. Et lorsqu'on immole l'animal à la déité, on mange le reste de la chair. L'IAM est un ensemble de déités parce que je viens de démontrer que l'IAM passe dans les 256 sphères du Fa. Or, chaque sphère du Fa est déjà une déité. Et donc, l'IAM en son sein est une déité complète en son sein et qui regroupe un ensemble de lois et de principes. Et lorsque on la traite comme il le faut, je vous l'assure, c'est une manière de retrouver
la santé, se retrouver la longévité et d'avoir toutes ces grâces derrière soi. Et c'est d'abord pour ça que le fonds l'appelle Tevi, ce qui est debout. Et jamais vous n'allez déterrer l'igname et voir ce tubercule couché dans la terre. C'est toujours debout. Le symbolisme, c'est que quand vous respectez les différents rituels, non seulement rien ne va vous mettre sur le lit, donc la maladie ne va pas vous s'imposer à vous, un accident ne va pas s'imposer à vous pour que vous puissiez tout le temps être couché, et vos biens seront aussi debout derrière vous, et c'est pour ça qu'on dit Tevi kontono mo tevi de en TOND. Et donc c'est pour dire je serai en forme et tout ce qui m'appartient vont courir derrière moi. C'est beaucoup plus puissant que parler seulement d'une déité lorsqu'il s'agit de l'igname. Je dirais tout simplement aux Africains que nous sommes que les petites choses détruisent mieux que les grandes choses. Nous n'avons pas souvent conscience de cela. Quand un lion sort, tout le monde va se mettre à courir parce qu'on a vu le danger. Mais lorsqu'un moustique circule librement, on ne sait pas qui peut faire mal. Parce que petit à petit, goutte à goutte, le vin de Pâme remplit la goutte. Ce n'est pas le jour où vous avez de problème que le problème est venu. Le problème venait un peu. Et quand on fait cette cérémonie, on renvoie ce qui était amassé dans nos corps, les énergies négatives, les énergies contraires à la paix, contraires à la longévité, contraires à la bonne santé. On les nettoie et on devient une personne nouvelle, pleine de vigueur, et là vous profitez de la vie. Mais la plupart du temps nous ne profitons plus pas de la vie parce que nous aimons être appelés des brebis, alors que même le Christ dans sa famille, tout ce qui se fait comme cérémonie, on lui a fait ça, on lui a coupé le zizi, on lui a fait des cérémonies de sortie, on lui a fait tout. Et donc je ne sais pas pourquoi nous n'allons pas respecter la connaissance, l'originalité même de la connaissance, puisque l'Afrique est 3 fois mère de la science, mère de la religion et mère de la technologie. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas considérer la connaissance africaine comme étant la source de toutes les connaissances. Les enseignants en meeting demain à la Bourse du Travail de Cotonou, c'est pour manifester leur soutien aux aspirants et aux enseignants radiés de la fonction publique. C'est organisé par la Fédération nationale des syndicats de l'éducation et la CSTB. Quel est l'objectif et l'intérêt de ce meeting? Kenneth Eganwi et Mathieu Sossou ont posé la question aux organisateurs dans cet élément. C'est une activité pour manifester le soutien du corps enseignant aux aspirants au métier de l'enseignement AME et ceux radiés de la fonction publique en 2019. Ce meeting qui aura lieu ce mercredi à la Bourse du Travail est à l'initiative de la Fédération nationale des syndicats de l'éducation, FESEN. Il s'inscrit dans un but précis. Il faut dire que ces enseignants, en réalité, vivent une certaine situation. Une situation qui ne permet pas d'avoir réellement le cœur au travail. Vous savez, ils sont payés 9 mois sur 12. Donc, pendant les vacances, ils n'ont pas le salaire, ce qui est une situation vraiment, c'est ce qui justifie surtout le meeting de demain. Et comme vous le savez, il y a 3 ans, il y a 305 enseignants qui ont été radiés. Pourquoi? Pour avoir boycotté, n'est-ce pas, une évaluation du diagnostic. Vous voyez, donc, et depuis ce moment-là, il n'y a pas une lueur d'espoir pour eux. Jusque-là, même les situations qu'on doit faire à leur endroit, en ce qui concerne leurs droits, rien n'a été fait à ce niveau-là. Donc, le combat que nous menons, c'est de leur réintégration, de faire en sorte qu'ils reviennent, n'est-ce pas, dans le système. Et c'est tout ça qui justifie, n'est-ce pas, l'appel au meeting de demain. L'objectif, c'est d'amener le gouvernement à comprendre, à reconsidérer la situation, n'est-ce pas, de ces aspirants-là et faire d'eux des enseignants dignes de ce nom. Le meeting est soutenu par la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB. En croit son secrétaire général Kassamampo, c'est une manière pour les travailleurs d'attirer l'attention sur les maux qui minent le secteur de l'éducation. C'est inadmissible que les enseignants qui constituent pratiquement 80% de l'effectif des enseignants du primaire et du secondaire au Bénin, sur lesquels le gouvernement s'appuie pour pratiquement organiser toutes les activités de l'année scolaire,
que depuis 3 ans, que ces gens-là ne soient pas payés pendant les vacances. Donc le meeting qu'organise la FESEN, c'est pour sauver le système éducatif en péril au Bénin. Donc si nous voulons sauver le système éducatif, qui est déjà en difficulté par rapport au programme et à beaucoup d'autres choses, ou des enseignants qui sont là dans de mauvaises conditions de vie et de travail, et le gros lot est non payé pendant les vacances, mal payé pendant l'année scolaire et surexploité. Nous devons nous mobiliser. Travailleurs, parents d'élèves, vous devez vous mobiliser pour dénoncer, pour exiger de l'État qu'il s'occupe de ces enseignants-là. La CSTB et la FESEN donnent rendez-vous à l'ensemble de la population ce mercredi à 9 h à la Bourse du Travail. Plusieurs activités sont prévues au cours de ce meeting pour attirer l'attention des autorités sur la situation des AME et de ces enseignants radiés. Moment de fête et de joie ce lundi 15 août 2022 entre les travailleurs de la chapelle constitutionnelle du Christ et le personnel de Speedline Télévision. Cette journée récréative qui s'est tenue à Grand Popo à Silva Beach est une initiative du premier responsable des deux structures, le prophète Chernet Totimen. Un geste qui traduit l'attention particulière qu'il porte à ses employés, Romaric Dossa et Jean Lobo, pour nous retracer les temps forts de cette fête. Un lundi pas comme les autres, entre les travailleurs de la chapelle constitutionnelle du Christ et le personnel de Speedline Télévision, un moment festif. Nous sommes le 15 août 2022 à Grand Popo, plus précisément à Silva Beach. Tout a commencé par la prière sous la houlette du prophète Chernet Totimen. Ebe agbeto de sia de ne wodo kaka ju de lebe la so gbonje. Ano gbeto bi ni wazo kaka do pona ti be na gbonje. Ite wonto e wodo 6 jours et 7e jour e gbonje. E o ti wede so awadonu azan izembo ayo tenwe go agbonje. E vi wodo oto mi ba do gbegbe. O vi to ele azowa to le mi wa plegbe. Emi la gbonje. Bo mi na gbonje. Emi a ohon yeye. Bo mi na do khon to yo. Emi a tisinya nono. Mi na tu mi dele. Papa leyin jijo de. Papa ni awa jekere. Leyin jijo de. Ni awa jekere. De repas copieux, des boissons, des jeux de diverses natures faisaient le menu de cet instant de distraction du personnel. Du coupé-décalé, en passant par la musique traditionnelle, la salsa obligeait des combinaisons. Les parts sont observées. Sur la plage, derrière le cadre de retrouvailles, les hommes étaient autour du Curon, un jeu qui a opposé une équipe de la chapelle constitutionnelle du Christ à celle de Speedline TV. Sur les lieux, on pouvait voir des femmes qui exécutaient également des jeux collectifs. Et la prière finale met un terme à l'édition 2022 de cette journée récréative organisée par le prophète Chernet Totimen à l'intention de ses employés. Située dans la commune de Grand Popo, précisément dans la ville d'Agoué, Silva Beach est un domaine résidentiel pour l'hébergement court séjour, les bootcamps, les séminaires ou conférences. C'est aussi une place de fête pour vos anniversaires, réceptions de mariage, dot, communion et autres. Le Kenya a un nouveau président. L'opposant William Ruto est ancien allié du président sortant
Uhuru Kenyatta a remporté l'élection avec 50,89% des suffrages exprimés. C'est une grande figure de la politique qui va bientôt prendre les rênes du pays. Dans cet élément, nous vous proposons de suivre ce qui fait le parcours politique de l'homme. À 55 ans, William Samoei Ruto est un vétéran de la politique qui s'est hissé au sommet de l'État kenyan. Natif de Sogwo, dans la vallée du Rift, où il a vu le jour le 21 décembre 1966, le tout nouveau président du Kenya découvre la politique dans les années 90. Très tôt, William Ruto rencontre Daniel Arap Moi, qui devient son mentor politique. Il participe à la fondation de la Youth for KANU 92, un groupe de militants de la Kenyan African National Union, qui soutient la candidature de Daniel Arap Moi pour les élections générales kenyanes de 1992. Le groupe se fait surtout connaître pour son harcèlement et ses menaces contre les Kikuyus, une ethnie qui s'oppose à la candidature de Moi, un Kalenjin, et soutient plutôt Mwai Kibaki, un Kikuyu. Ruto est le trésorier de la YK92 et fait fortune pendant sa période comme trésorier du groupe. En 1997, William Ruto est élu à l'Assemblée nationale et s'affirme comme l'une des personnalités les plus influentes de son parti. Réélu en 2002, malgré la défaite du parti, il en devient le secrétaire général et sera nommé respectivement au poste de vice-ministre puis ministre de l'Intérieur. À l'approche de la présidentielle de 2007, Ruto tourne le dos à son mentor politique et rallie le mouvement démocrate orange ODM de Raila Odinga. Une crise post-électorale éclate et il sera accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale CPI. Un gouvernement d'union nationale est formé entre les protagonistes et Ruto est nommé ministre de l'Agriculture en avril 2008. En vue de l'élection présidentielle de 2013, il forme une alliance avec le président Uhuru Kenyatta et est élu vice-président de la République. La relation entre les deux hommes s'envenime au cours de leur deuxième mandat. Ruto forme son propre parti, l'United Democratic Alliance, en 2020. En mars 2022, il est investi candidat par son parti et choisit Rigathi Gachagua comme colistier. C'est sous les couleurs de la United Democratic Alliance que William Samoei Ruto est déclaré président de la République ce lundi 15 août 2022 par la commission électorale avec 50,49% des voix, devenant ainsi le 5e président de l'histoire du pays. Présent aux informations hors des frontières du Bénin, les partisans du candidat malheureux Raila Odinga dénoncent les résultats publiés par la commission électorale et sont descendus dans la rue à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection. Raila Odinga, la tension est montée d'un cran. Des populations en colère sont descendues dans la rue, brûlant des pneus. Des barricades ont aussi été érigées sur les principales artères de la localité. Des magasins ont été pillés. Le Kenya s'est réveillé mardi avec un nouveau président, William Ruto. Il a recueilli 50,49% des voix lors de la présidentielle. C'est dans une ambiance chaotique que sa victoire a été annoncée lundi par la commission électorale indépendante. Aussitôt annoncée, cette victoire a été contestée par les partisans de son principal adversaire, Raila Odinga, crédité de plus de 48% des suffrages. Il n'y a pas de place pour la vengeance. Il n'y a pas de place pour le retour en arrière. Nous sommes orientés vers l'avenir. Je suis parfaitement conscient que notre pays est à un stade où nous avons besoin de toutes les mains pour le faire avancer. À Nairobi, la nuit a été calme. Les habitants de la capitale kenyane attendent plutôt du nouveau président l'amélioration de leurs conditions de vie alors que le pays fait face à une inflation galopante. Il y a la paix parce que même là où je me trouve en ce moment et d'où je viens, les gens sont heureux. Personne ne proteste et il n'y a pas de trouble. Tout le monde est heureux. Les Kenyans sont maintenant plus sages. Ils ne s'affrontent pas. Pourquoi je me battrais contre toi? Tu es mon frère.
Nous travaillons avec toutes les tribus, les Luos, les Kalendis et beaucoup d'autres tribus. Il n'y a aucune raison de se battre et le pays doit aller de l'avant. Mais à Kisumu, bastion du candidat malheureux de cette élection, Raila Odinga, la tension est montée d'un cran. Des populations en colère sont descendues dans la rue, brûlant des pneus. Des barricades ont aussi été érigées sur les principales artères de la localité, alors que des magasins ont été pillés. Raila Odinga a 7 jours pour contester la victoire de William Ruto devant la Cour suprême. L'écart entre les deux hommes est de 233 000 voix. Toujours au Kenya, les partisans du vice-président William Ruto ont célébré dans les rues lundi après que le président de la commission électorale du Kenya l'a déclaré vainqueur de l'élection présidentielle face à Raila Odinga, 5 fois candidat. William Ruto a obtenu 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. Ruto a essentiellement fait campagne sur l'économie et le discours en a séduit plus d'un. Moment de célébration pour les partisans de William Ruto. Leur candidat a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le responsable de la commission électorale du Kenya. William Ruto a obtenu 50,49% des voix contre 48,85% pour Raila Odinga. La raison pour laquelle je crois en William Ruto, c'est qu'il croit en une nation de débrouillards, une nation de battants. C'est chacun qui se bat dans sa propre petite entreprise. C'est un homme qui comprend notre pays dans son ensemble. Il sait ce que nous voulons. Il sait que les gens sont en bas de l'échelle, ont besoin d'être promus, ont besoin de monter plus haut. Et c'est pourquoi il promeut l'économie ascendante. Et c'est pourquoi nous sommes si heureux aujourd'hui, parce que nous avons voté pour lui. À 55 ans, William Ruto, riche homme d'affaires, devient le 5e président du Kenya au terme d'une des élections les plus serrées de l'histoire de son pays. Mais il promet un gouvernement rassembleur. Je veux m'engager auprès du peuple kényan. Je vais bâtir sur les fondations que le président Kenyatta et moi avons mises ensemble et amener ce pays à un autre niveau. Je veux promettre à tous les Kenyans, quel que soit leur vote, que ce sera leur gouvernement. Durant la campagne, Odinga et Ruto ont assuré qu'ils respecteraient les résultats d'élections libres et transparentes, s'engageant à porter leurs éventuels griefs en justice. Les derniers soldats français de l'opération Barkhane, présents au Mali depuis 9 ans, ont quitté le pays, a fait savoir lundi 15 août l'état-major français. Ces soldats ont franchi la frontière entre le Mali et le Niger. La France a été poussée vers la sortie par la junte malienne. Les derniers militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté le Mali ce 15 août après 9 années de présence dans le pays. Poussés vers la sortie par la junte au pouvoir, les Français ont transféré ces 6 derniers mois toutes leurs emprises à l'armée malienne, dont la dernière à Gao dans le nord du Mali ce lundi. Au total, ce sont 4000 containers et 1 millier de véhicules, dont des centaines de blindés, qui ont été retirés alors que le Sahel connaît une flambée de violence que le groupe paramilitaire russe Wagner, nouvel allié de Bamako, peine à endiguer. Le Sahel, la France y reste engagée, ainsi que dans le golfe de Guinée et dans la région du lac Tchad. N'Djamena continuera ainsi à héberger une emprise française. Paris espère aussi conserver un contingent de forces spéciales à Ouagadougou, la capitale burkinabé. De son côté, le Niger a accepté le maintien d'une base aérienne à Niamey et l'appui de 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière malienne. Ce lundi, l'ONU affirmait que le Mali était en proie à un climat délétère avec un rétrécissement de l'espace civique et une forte hausse des violations des droits humains par les groupes extrémistes et les forces de sécurité maliennes. Depuis le début de l'année, plus de 2000 civils ont été tués au Mali, Niger et Burkina Faso.
Et en dehors du cadre africain, les autorités séparatistes soutenues par Moscou dans la région de Donetsk ont commencé à juger 3 Britanniques, un Croate et un Suédois. Lundi 15 août, ils sont accusés d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne en tant que mercenaires, ce qui pourrait valoir à certains d'entre eux une condamnation à mort. Dans le Donbass, on risque la mort jusque devant les tribunaux. Le procès de 5 Européens faits prisonniers dans l'est de l'Ukraine a débuté lundi face à la Cour suprême de la région séparatiste de Donetsk. Originaires de Suède, Croatie et du Royaume-Uni, les 5 hommes sont accusés d'être des mercenaires et d'avoir combattu pour l'armée ukrainienne. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine de mort. En juin, 2 Britanniques et un Marocain, capturés eux aussi en Ukraine par les forces pro-russes, ont été condamnés à mort pour le même chef d'accusation. Ils ont fait appel de la décision. Sur un autre front, l'Union européenne apparaît divisée sur la question du tourisme russe. Si l'UE a fermé son espace aérien aux vols russes depuis l'invasion de l'Ukraine, les touristes peuvent toujours se rendre en Europe par voie terrestre. L'Ukraine, soutenue par la Finlande et les pays baltes, a appelé les pays de l'Union à ne plus délivrer de visas touristiques aux citoyens russes. La question sera discutée fin août, mais pour l'instant, les avis divergent. Il est important de rappeler qu'il y a aussi beaucoup de gens qui fuient la Russie parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les actions de leur gouvernement. Et toutes les décisions que nous prenons ne doivent pas rendre plus difficile leur quête de liberté. Les Russes ordinaires n'ont pas déclenché la guerre, mais ils la soutiennent. Ce n'est pas juste que des citoyens russes puissent voyager, entrer en Europe, se déplacer dans l'espace Schengen et faire du tourisme alors que la Russie tue des gens en Ukraine. On ne peut pas l'accepter. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky a accueilli lundi l'acteur américain Liev Schreiber et l'ancien footballeur ukrainien Andrei Shevchenko. Les 2 stars sont des ambassadeurs du site ukrainien United 24 qui collecte des dons pour soutenir le pays. Depuis son lancement en mai, la plateforme a permis de lever près de 170 millions de dollars. La guerre en Ukraine suit toujours son cours. Kiev dit avoir frappé une base du groupe des mercenaires russes Wagner. Très opaque, le groupe de mercenaires est accusé de combattre aux côtés des troupes russes. Au 173e jour de l'invasion russe en Ukraine, le bilan des victimes civiles s'alourdit encore. Selon Kiev, 3 personnes auraient été tuées et 20 autres blessées par des frappes russes ces 24 dernières heures. À l'est, Kharkiv, 2e plus grande ville du pays, est à nouveau prise pour cible. L'armée russe tente également de nouveaux assauts sur Donetsk pour encercler la ville par le nord et le sud. 3 morts et 2 autres blessés sont également à déplorer après l'explosion d'une mine sur la plage de Zatoka, près du port d'Odessa. Les victimes étaient en train de se baigner, leurs corps ont été retrouvés plusieurs heures après le drame. Alors que la guerre entre bientôt dans son 7e mois, les troupes ukrainiennes et russes font du surplace. Moscou affirme avoir pris le contrôle d'Oudé dans la région de Kharkiv après plusieurs jours de bombardements. Kiev avance de son côté avoir frappé avec des missiles une base de mercenaires du groupe russe Wagner à Lugansk. La Russie prépare également l'annexion des territoires occupés. Devant des journalistes triés sur le volet, les autorités nommées par le Kremlin distribuent aux habitants des passeports russes ainsi que des fiches de paye et des chèques de pension en roubles. Une mise en scène savamment orchestrée pour une impression de retour à la normalité. Au sud, les Ukrainiens accentuent leur offensive sur Kherson. Kiev veut isoler les forces russes en détruisant les ponts qui permettent le ravitaillement entre le sud de la ville et la Crimée. Pour cela, elle peut compter sur la résistance locale. Un soutien épaulé par l'entraînement de milliers de soldats ukrainiens par le Royaume-Uni qui vont rejoindre le front ces prochaines semaines. Stop, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bonne suite de programmes à vous sur Speedline TV et portez-vous bien.